Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La succession de Johnny est une saga. Il faudrait des dizaines d'épisodes pour la raconter en entier. Afin de mieux comprendre pourquoi la star a déshérité David et Laura, Code Source a fait le choix de creuser le lien qui unissait Johnny à l'aîné de ses 4 enfants. David, qui suit la même route, une carrière dans la chanson, et qui a gardé son nom de scène, Hallyday. Nous sommes avec Éric Bureau et Emmanuel Marolles, reporter spécialiste musique au Parisien. On va raconter cette histoire en 2 épisodes. Le premier aujourd'hui, histoire qui commence le dernier jour de la vie de Johnny, le 5 décembre 2017, à Marne-la-Coquette dans les Hauts-de-Seine. David Hallyday arrive vers midi à la Savannah, donc la résidence de Marne-la-Coquette de son père et de Laetitia. Il attend dans le salon et il va attendre pendant 3 heures sans que personne ne vienne le voir et ne l'autorise à rentrer dans la chambre où son père est hospitalisé. Il rédige une lettre pour son père. Il n'a pas dévoilé ce qu'il a écrit dans cette lettre, mais c'est clairement une lettre, en tout cas d'adieu. Il repart de Marne-la-Coquette sans avoir pu le voir. Il a juste laissé cette lettre à l'infirmière en lui disant « remettez-la à mon père » et il apprendra plus tard qu'elle n'a pas eu le temps de lui donner. On sait pourquoi il ne peut pas rentrer dans la pièce où il est alité ? Il y a 2 versions. C'est-à-dire que la version officielle, c'est son père ne voulait pas le voir, ne voulait pas voir ses enfants parce qu'il était trop diminué et il ne voulait pas qu'on le voie dans cet état-là. Ce qu'il dit, lui, c'est que Laetitia a fait barrage. Est-ce qu'on sait, du coup, quels sont les derniers moments que David a vécu avec son père ? Il en a vécu plusieurs, mais le moment le plus important, c'est à la clinique Bizet, donc quelques jours plus tôt. Il a été hospitalisé pendant 5 jours dans cette clinique parisienne. Et David est venu avec Sylvie Vartan voir son père. Ce qui a fait dire d'ailleurs à Johnny, si Sylvie Vartan vient me voir, c'est que je suis déjà mort. Ça voulait dire que cette présence signifiait pour lui que ses proches étaient très inquiets, peut-être plus que lui-même parce que on lui disait pas forcément dans quel état son cancer était, qu'il s'était vraiment largement propagé dans son corps. Et donc voilà, il y a eu cette visite assez longue avec Sylvie Vartan. Il est revenu un petit peu à Marne-la-Coquette avant cette fameuse dernière journée, mais c'était des visites assez courtes en fait. Alors pour mieux comprendre la relation que David et Johnny entretenaient, on va retracer leur histoire commune. Le jour de la naissance de David, le 14 août 1966, Emmanuel Marolles, la rockstar, n'était pas au départ à la maternité aux côtés de la maman Sylvie Vartan. C'est ce que vous venez de dire en fait. Avant d'être père, il était surtout rockstar. À l'époque, il était dans des tournées absolument infernales et effectivement, il n'est pas là au moment de la naissance. Il arrive quelques heures plus tard et il y a une séquence télévisée où il est interviewé parce qu'évidemment toutes les chaînes de télé, tous les médias sont là. C'était vraiment les 2 idoles des années 60 qui venaient de se marier, qui s'étaient mariés 2 ans auparavant et qui venaient d'avoir un bébé. On savait déjà qu'il s'appelait David et qu'il était né le jour anniversaire des 22 ans de sa maman. Et ce matin à 10h, on attendait le repas devant la clinique en espérant bien avoir plus ample détails. Comment va Sylvie d'abord? Sylvie va bien, elle est très fatiguée, elle dort pour l'instant, mais elle va bien. Bon, et l'enfant? Lui il se porte, c'est le plus fort de tous, je crois. Le plus fort de tous? Il ne faut pas aller la déranger, elle dort. Vous repartez, vous ne restez pas à son chevet? Malheureusement, non, je chante ce soir à Venise. Faut partir tout de suite alors? Oui, j'ai un avion, c'est pour ça. Et Johnny avait 23 ans quand David est né. Est-ce qu'il était prêt à être père ? Pas du tout. Pas du tout. Encore une fois, il était vraiment dans la musique, dans la frénésie du rocker. Il était dans des tournées absolument incroyables et il est très très troublé par tout ça parce que il est en perdition. Il est sur le point de divorcer assez vite avec Sylvie Vartan. Il fait même une tentative de suicide. Il avale des barbituriques. Il s'ouvre les veines. Il passe quelques semaines à l'hôpital en convalescence. Et puis évidemment, parce que ça c'est toute la vie de Johnny,
Et ben il repart de plus belle sur les routes, sur scène, à faire des concerts, et il n'est pas vraiment prêt à être père. Quel rapport Johnny avait avec son propre père? Inexistant. Ceci explique aussi cela. C'est-à-dire que le père de Johnny est totalement absent. Il s'appelait Léon Smet. C'était un pseudo-artiste, coureur de jupons, alcoolique, qui est capable de vendre le berceau de son gamin pour s'acheter une bouteille. Sa mère, Huguette Claire, elle fait du mannequinat. Alors c'est pareil, elle est absolument pas prête à devenir maman à l'époque. Elle sait pas quoi faire de ce bébé, vraiment au premier sens du terme. Et elle le confie à sa belle-sœur, qui elle-même est danseuse, et va partir à Londres avec ses filles pour participer à un spectacle de danse. Ils ont un contrat là-bas. Et le petit Jean-Philippe Smet, à l'époque, part avec eux. Et c'est vraiment un enfant de la balle, mais un enfant de la balle non pas avec ses parents, mais avec sa tante et ses cousines qui vont commencer à lui faire de la scène. Et puis le fameux Lee Hallyday, qui est un Américain et qui va lui souffler son pseudonyme, puisque c'est lui qui va le rebaptiser le petit John, donc Johnny, et puis qui va lui donner ce pseudo d'Hallyday. L'autre événement qu'il y a avec son père, qui donc est encore une fois totalement absent de sa jeunesse, de son adolescence, c'est un tout petit peu plus tard où il le retrouve, et il le retrouve de manière absolument glauque. Il est au service militaire en Allemagne, il vient de se marier, il s'est marié pendant une permission, et puis un jour à la caserne, devant la caserne, il y a quelqu'un qui se présente et qui dit « Je suis le père de Johnny Hallyday, je voudrais le voir ». Donc on lui dit « Ton père est là », il y va, c'est a priori des retrouvailles assez émouvantes, troublantes, sauf qu'un tout petit peu plus loin, il y a des photographes de France Dimanche qui sont là et qui font des photos qui vont être publiées quelques jours plus tard, et tout ça est évidemment dealé avec le père qui avait besoin d'argent et qui a répondu aux sollicitations de la presse qu'on n'appelait pas encore People à l'époque. Donc voilà, tout ça était quand même très très violent et très traumatisant pour Johnny, qui avait encore une fois aucun repère paternel et aucune idée de ce que pouvait être une relation père-fils. Cette décennie-là, c'est sexe, drogue et rock'n'roll. C'est pas du tout cliché de dire ça pour Johnny. Il fait encore une fois des concerts marathons, et puis les fins de concert, ça se finit dans des discothèques, dans des bars jusqu'au bout de la nuit. Il y a des filles, il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de drogue. Il y a des anecdotes qui racontent que après avoir sniffé énormément de cocaïne, une nuit, il joue à la roulette russe avec une vraie balle dans le barillet quand même, par exemple, alors que on a du mal à imaginer ça alors qu'il a un gamin en bas âge. Mais voilà, c'était ça la vie de Johnny. Johnny et Sylvie Vartan vont se séparer. Leur divorce est annoncé officiellement en 1980. David va être élevé par sa mère. Où est-ce qu'il va grandir? Alors à partir du moment où le divorce est prononcé, sa mère s'installe véritablement aux États-Unis, en Californie, à Los Angeles. Et là, David va devenir une sorte de petit Américain, en quelque sorte. Il va avoir vraiment la double culture. Il parle français à la maison avec sa mère, et puis anglais aussi dans sa vie quotidienne. Et ça va poser vraiment la famille loin du grand cirque médiatique, artistique, rock'n'roll que pouvait vivre Johnny. Et ça va leur permettre d'avoir une vie beaucoup plus stable. C'est une façon de protéger David d'être aux États-Unis? C'est une façon de protéger David d'être aux États-Unis, parce que Sylvie Vartan a parfois très très peur pour lui. En France, elle reçoit, c'est David qui nous l'a raconté, elle reçoit des lettres anonymes qui menacent de kidnapper David quand même. Donc évidemment, elle est une mère très protectrice, voire surprotectrice pour lui. Et évidemment, aller aux États-Unis, c'est retrouver une forme d'anonymat. Sylvie Vartan va se remarier en 1984 avec un certain Tony Scotti. D'un mot, qui est-il? Tony Scotti, c'est un producteur de musique, qui a travaillé un peu avec James Brown, un producteur de films, qui a fait quelques films aux États-Unis, et ils se rencontrent à Tokyo dans un festival de musique. Et là, c'est le coup de foudre absolu. Et puis encore une fois, c'est quelqu'un de rassurant pour Sylvie Vartan après toutes ces années très compliquées. Elle rencontre quelqu'un qui est posé, qui a une carrière aux États-Unis, et qui va apporter une vraie stabilité à la famille, peut-être pas la famille Hallyday, mais la famille Vartan pour le coup. Ils vont se marier assez vite, et lui va être un deuxième père pour David. Comment est-ce que David s'entend avec son beau-père? Il s'entend très très bien avec Tony Scotti. Il trouve vraiment un vrai père avec lui. Il est là au quotidien. Et puis, il commence à le guider aussi dans ses envies de musique, puisque David, à ce moment-là, il est adolescent. Il a envie de faire de la musique. Il a envie d'être artiste. Et Tony Scotti lui donne des conseils.
lui ouvre quelques portes aussi et lui permettent de vraiment envisager une carrière musicale. À cette époque, est-ce que David voit son père Johnny ? Il le voit un petit peu, mais évidemment l'éloignement géographique fait qu'il se voit pas énormément. Et puis Johnny, il a entamé une autre vie personnelle avec Nathalie Baye au début des années 80, avec la naissance de sa fille Laura Smet en 1983. Donc il est dans une autre vie, même s'il garde des contacts avec Sylvie, avec David. Éric Bureau, il y a une anecdote qui montre bien que Johnny n'était pas un père comme les autres. Est-ce que vous pouvez nous la raconter, cette anecdote ? On est au début des années 80, David est adolescent, et son père téléphone à Pierre Billon, qui est un de ses meilleurs amis, en lui disant « Écoute, David m'inquiète, il ne communique pas, il faut que je fasse quelque chose ». Pierre Billon lui conseille de manger ensemble, de l'amener déjeuner. David attend son père Villa Montmorency, où il vit avec sa mère quand il est à Paris, et il vient le chercher avec sa Ferrari. Il roule à 200 km/h dans Paris. Ils vont à Montmartre dans un restaurant qu'il aime beaucoup. Il grille tous les feux rouges. Le gamin arrive à table, il est vert, quoi. Il est totalement remué par ce périple dans Paris. Il a pas faim, il dit « Papa, est-ce qu'on peut rentrer, s'il te plaît ?» Donc, ils repartent à 200 km/h, les feux rouges grillés de la même manière, de retour dans le 16e. Et Johnny dit à Pierre Billon « Tu vois, il est bizarre. » Voilà, ça dit beaucoup de cette relation entre un père et un fils qui ne se comprennent pas. Enfin, Et que lui dit son ami, Pierre Billon ? Il lui dit « T'es fou, t'as roulé comme un dingue » et il a eu peur. Enfin, on fait pas ça à son fils. Emmanuel Marolles, David va quand même monter sur scène très jeune aux côtés de son père. Racontez-nous ça. Oui, c'est un petit clin d'œil qu'il lui fait. À l'époque, il est encore en France. Et c'est dans le cadre d'une série de concerts au Pavillon de Paris en 1979, où il fait un énorme show, où il se présente comme l'ange aux yeux de laser, avec des lumières. Il a un casque et des lumières qui traversent comme ça la salle. Et c'est en hommage à Star Wars et à la fameuse Guerre des Étoiles qui est sortie 2 ans auparavant, dont est très fan David. Et à la dernière de cette série de concerts, Johnny sent derrière lui qu'il se passe un truc différent d'habitude à la batterie. Il se retourne et David est à la batterie. Et on est en 79, il a 13 ans. Voilà. Et ça, c'est une vraie surprise. C'est une séquence qu'on peut retrouver et qui a marqué les esprits. David Hallyday se lance dans la musique aux États-Unis dans les années 80. Qu'est-ce qu'il fait à l'époque comme musique ? Il fait un peu ce qu'on appelle du rock FM à l'américaine. Donc voilà, une pop à guitare en anglais, puisque les premiers albums sont en anglais. Et il fait ça avec... il monte un groupe un peu de potes, il a 16-17 ans. Ils font un premier groupe qui s'appelle The Weekenders, et où ils font des reprises, voilà, comme ça. Après, il en forme un autre qui s'appelle Blind Fish, et où là, ils essaient quand même de faire de vrais concerts, de vraies chansons. Et ils racontent notamment qu'ils ont fait leur premier concert dans des boîtes de striptease à Los Angeles, mais évidemment, à 17 ans, c'est un peu compliqué d'aller faire des concerts là-bas, donc ils avaient fabriqué, ils se trouvaient des fausses pièces d'identité qu'ils avaient acheté $100, etc., pour pouvoir jouer dans des lieux pareils. Artistiquement, c'est pas génial. C'est sympathique. Non, enfin, voilà, ça peut pas se démarquer parce que c'est en anglais, parce qu'évidemment, aux États-Unis, à cette époque-là, dans ce style-là de musique, il y a énormément de concurrence, donc c'est assez anecdotique. Ouais. À quel moment David Hallyday va vraiment se lancer sa carrière solo de chanteur ? Il va la lancer avec une chanson qui s'appelle « Tu ne m'as pas laissé le temps ». Qui sort à la fin des années 90 et qui est un petit peu la première véritable chanson en français, puisque jusqu'à maintenant, déjà, il se cachait derrière des noms de groupes anglo-saxons et il chantait en anglais de par cette culture américaine. Et cette chanson, elle va être un énorme succès. Elle va se vendre à plus d'1 million d'exemplaires en 1998. Et l'album qui suit quelques mois plus tard va être aussi un gros succès. Il va être disque de platine, il va se vendre à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Et là, c'est un premier déclic pour qu'il commence vraiment à assumer une carrière solo et une carrière en français. Et il choisit de garder le nom de Hallyday comme nom de scène. Il s'est interrogé quand même déjà personnellement. Et puis aussi, il en a parlé à son père. Alors, vous vouliez changer de nom à un moment, parce que vous dites quand même David Hallyday, c'est un nom difficile à porter. Ouais. Et Johnny vous a dit, si tu fais le même métier, garde-le, ça me fera plaisir. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est ce qu'il m'a dit. C'est un regret d'avoir gardé votre... Ah, pas du tout, non, je suis super fier de mon nom, non, pas du tout, au contraire.
Alors évidemment, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, et c'est un peu un cadeau empoisonné quelque part, parce que évidemment, il y a cette figure tutélaire extrêmement encombrante de Johnny, qui est la plus grande star française, qui forcément peut être un atout pour lui, d'être le fils d'eux, mais en même temps, il faut réussir à trouver sa place et à faire sa place à côté d'une star pareille. Et en plus, l'ironie de l'histoire, c'est qu'il est quand même face à un père dont le prénom suffit. Voilà, en France, quand on dit Johnny, on voit tout de suite de qui on parle. Si on dit David, c'est déjà un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est le paradoxe de ce début de carrière pour lui en solo. Il y a un tournant dans la relation entre David et Johnny, c'est l'album 100% en 1999. David a 33 ans et c'est lui qui a composé cet album pour son père, et c'est un énorme succès. Oui, alors il faut aussi replacer ça dans le contexte. Johnny Hallyday et son équipe sont des gens qui sont opportunistes, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils regardent un peu ce qui se passe autour d'eux artistiquement. Et Johnny, il aime bien travailler avec des artistes qui sont un peu les faiseurs de tubes du moment. Il a fait ça avec Goldman à une époque, avec Michel Berger, il fera ça plus tard avec De Palmas, avec Obispo, avec M. Et là, il se trouve, comme je disais juste avant, que l'un des musiciens qui a fait l'un des tubes du moment, c'est son fils, c'est David. Donc forcément, de par évidemment les liens en plus qu'ils ont ensemble, ça peut être un bon choix de travailler avec lui. Il se trouve qu'il a en stock un texte de Françoise Sagan, que Sagan lui a écrit après une soirée quelques mois auparavant, et il l'a proposé à plusieurs compositeurs, et ça donne rien, il n'est pas très très content de la chanson, et puis un jour il dit à David, mais tu veux pas essayer de faire quelque chose dessus? Et David compose une mélodie, et la chanson est super bien. Et du coup, de fil en aiguille, il commence à travailler sur d'autres textes. L'idée, c'était d'aller chercher des nouveaux auteurs. Donc, il y a l'écrivain Vincent Ravalec, qui a plutôt la cote à l'époque. Il y a un jeune chanteur qu'on vient de découvrir quelques années auparavant, qui s'appelle Christophe Miossec, qui écrit pour la première fois pour Hallyday. Il y a Pierre Grillet, qui a fait Madame Rêve pour Bachung. Enfin, voilà, il y a une très, très belle collection de plumes. Et David va faire toute la musique de cet album. Et il y a aussi, évidemment, la chanson qui donne son titre à l'album, qui s'appelle 100%, qui est écrit par Éric Jemouni. Au-delà de nos différences. Là, on est vraiment dans la filiation père-fils, donc c'est une chanson importante pour eux, parce que ça raconte vraiment de quelle façon, malgré tout, on s'aime à 100%, voilà, le sang qui circule dans nos veines. Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble sans... Le disque est un énorme succès. C'est à ce jour le plus gros succès de Johnny. Il s'est vendu à 2 millions d'exemplaires, même si l'album posthume a été un gros carton. Il n'en est pas à ce point-là aujourd'hui. Et évidemment, c'est quelque chose de très très important dans leur relation et dans la carrière de David. De toute façon, je passe mon fils au-dessus de tout. Je veux dire, c'est quelque chose de sacré pour moi. Et ils vont chanter cette chanson sur scène aussi. Oui, ils vont la chanter sur scène au Stade de France. C'est pas la première fois qu'ils chantent ensemble. Ils avaient déjà chanté en 1993 pour les 50 ans de Johnny au Parc des Princes. Mirador, qui était une chanson qui avait été coécrite par David. Et voilà. Et là, ils se retrouvent. Il y a d'ailleurs une scène qui est assez étonnante. C'est David qui, à la fin de la chanson, il s'adresse au public et il dit « Vous êtes venus voir le meilleur ». Et Johnny rajoute « avec le meilleur des fils ». Et avec le recul, on se dit, il dit pas « vous êtes venu voir le meilleur des artistes et le meilleur des pères ». Il dit juste « vous êtes venu voir le meilleur ». Voilà. Et c'est Johnny qui rajoute le meilleur des fils. Éric Bureau. Depuis la mort de son père, David Hallyday chante cette chanson à tous ses concerts, en hommage. Comment est-ce que David a vécu ce moment, cette collaboration 100%, ces concerts partagés, ces moments de scène partagés? Comment est-ce qu'il vit ça? C'est plutôt très très positif, parce que là c'est vraiment un moment de partage. Travailler sur un album, c'est pas rien. Il l'a composé, il l'a réalisé, ça a été une vraie collaboration, et c'était peut-être le seul et le premier véritable moment de partage entre lui et son père à tout point de vue. C'est-à-dire que c'est un partage artistique entre deux artistes, entre deux musiciens, et c'est aussi évidemment un partage personnel, voilà, parce que quelque part on peut pas rêver mieux pour lui que de travailler avec son père. Merci à Éric Bureau et Emmanuel Marolles. Dans le prochain épisode de Code Source, ils nous raconteront notamment ce que David pense de Laetitia Hallyday. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, production Jeanne Boézek, réalisation et mixage Alexandre Ferreira. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et nous écrire codesource@leparisien.fr.